Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Un coup KO, Denis Sassou Nguesso est réélu dès le premier tour lors de la présidentielle du Congo-Brazzaville. Des résultats contestés, deux de ses rivaux appellent même à la désobéissance civile. Après plus de 4 jours de blackout, les communications ont progressivement été rétablies. C'est une première dans l'histoire de la CPI. Un djihadiste malien sera jugé pour la destruction des mausolées de Tombouctou. C'était en 2012. Les juges ont confirmé son inculpation pour crime de guerre. Et puis on parlera également de la signature d'un accord dans cette région de Tombouctou entre groupes armés du Nord Mali. Deuxième volet de notre série de reportages en Érythrée, pays de la Corne de l'Afrique, considéré comme l'un des plus fermés au monde. On s'intéresse ce soir à la situation économique du pays qui compte sur ses mines d'or, de zinc ou encore de cuivre pour se développer. Denis Sassou Nguesso est donc réélu dès le premier tour avec plus de 60% des voix contre 15% pour Guy Parfait Kolela et 14% pour le général Mokoko. Le président sortant, qui cumule 32 ans à la tête de l'État, a salué la maturité des Congolais. Mais c'est une levée de bouclier du côté de l'opposition. Certains appellent à la désobéissance civile. Le reportage de Mary Colombel et Charles Pellegrin. Il a été au pouvoir 32 de ces dernières 37 années. Et Denis Sassou Nguesso sera donc à la tête du Congo-Brazzaville pour encore 5 ans. Le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. L'opposition rejette les résultats. Elle dénonce des fraudes. Et le monsieur balise son chemin et nous impose. Regardez les quartiers sud, sillonnés. Partout, on a mis le rapport de force, c'est les policiers partout. On sortait dans la rue, ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Parce que c'est sa façon de faire. Malgré ces craintes, l'un des principaux opposants, le général Mokoko, a lancé un appel à la désobéissance civile. Je vous demande de vous lever pour barrer la route à l'arbitraire. Je vous demande de réclamer votre vote confisqué et volé. Cette victoire est la vôtre. Les communications, coupées pendant 4 jours, ont enfin été rétablies ce jeudi. Le gouvernement avait affirmé vouloir se prémunir contre la publication illégale de résultats. J'ajoute que la France a réclamé des explications après l'agression de journalistes français hier à Brazzaville alors qu'ils sortaient d'une rencontre avec l'un des opposants. Et les autorités congolaises ont assuré que toute la lumière serait faite sur cette affaire. Puis de l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, la situation politique est également très complexe et tendue. La présidentielle est censée se tenir avant la fin de l'année, mais l'opposition soupçonne le chef de l'État, Joseph Kabila, de chercher des prétextes pour se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Écoutez ce qu'en dit un ancien allié du président, récemment passé dans l'opposition, Moïse Katumbi. Le 19 décembre, le président Kabila ne sera plus président de la République. Il y aura un autre président qui va faire l'intérim et nous ne voulons pas rater la première alternance dans notre pays et ça peut plonger le pays dans le chaos. Nous sommes tous des Congolais. Le président doit suivre la volonté du peuple congolais pour respecter le deux mandats qui lui a été donné par le peuple et ne pas plonger le pays dans le chaos. Des propos recueillis par Stéphanie Antoine au CIO Forum d'Abidjan. Vous pourrez entendre l'intégrale de cette interview de Moïse Katumbi ce samedi à 7h45 et à 14h45. Il y aura bien un procès devant la CPI pour la destruction des mausolées de Tombouctou. On se souvient de ces images, c'était en 2012, lors de l'occupation islamiste du Nord Mali. La Cour pénale internationale a confirmé l'inculpation pour crime de guerre d'un djihadiste touareg malien, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, l'un des dirigeants d'Ansardine. Ce sera donc le premier à être jugé par la CPI pour ce type de crime. Et on va rester dans la région de Tombouctou. Un accord qualifié d'historique a été signé entre les chefs des groupes armés du Nord Mali, les pro-Bamako et les autres de la coordination des mouvements de l'Azawad. Tout cela en présence de l'ONU. Une avancée importante, c'est la création de la nouvelle région administrative de Taoudéni, prévue par l'accord de paix qui doit permettre à l'État de se déployer dans cet immense territoire. Écoutez le chef de la plateforme pro-Bamako. C'est historique parce que ça a été toujours une revendication et puis une demande forte des mouvements.
Les mouvements ont toujours dit nous avons besoin de l'opérationnalisation de ces régions, nous avons besoin de la mise en place des autorités intérimaires. Et ça, c'est effectivement l'échelle par laquelle il faut passer avant d'atteindre la mise en place des autorités intérimaires. Et nous continuons de croire que la mise en place des autorités intérimaires est une réponse au mouvement et qui va leur permettre d'aller vers la démobilisation, vers la réinsertion, vers la lutte contre tout ce qu'il y a de terrorisme, de banditisme qui gagne un peu la société au Mali ici. Et Moulay Ahmed au micro de François Riouet, près de Tombouctou. Et face à la recrudescence des attaques terroristes, la sécurité au Sahel était au menu d'une réunion convoquée par l'Égypte à Sharm el-Cheikh, avec une trentaine de pays représentés. Et l'Égypte a appelé à plus de coordination entre les pays de cette immense région où les frontières sont poreuses. Le chef de Boko Haram est réapparu ce jeudi dans une nouvelle vidéo. Aboubacar Shekau veut couper court aux rumeurs sur sa mort, mais il apparaît affaibli et semble annoncer que sa fin est proche. Contrairement aux anciennes vidéos bien tournées et bien montées, les images sont ici de mauvaise qualité. On ignore où et quand la vidéo a été tournée. L'armée nigériane indique qu'elle était en cours d'authentification. Puis le retour de la violence au Burundi, c'est ce qu'on craignait après l'assassinat de 2 officiers cette semaine. 3 personnes ont été blessées par l'explosion de 2 grenades dans le quartier de Mutanga Nord. Selon des témoins, une des 2 grenades visait un bus qui transportait des officiers de l'armée, mais la police a démenti. Je vous propose à présent un voyage en Érythrée, ce pays fermé et méconnu où les journalistes ont rarement l'occasion de travailler. Après avoir analysé dans un premier volet la situation politique, nous nous penchons aujourd'hui sur les enjeux économiques. Le secteur des mines est crucial pour ce pays qui reste l'un des plus pauvres du monde. Nicolas Germain et Roméo Langlois ont pu se rendre dans la mine de Bisha, dans l'ouest du pays, et qui a déjà rapporté 800 millions de dollars. Pour atteindre la mine de Bisha, il faut quitter la capitale Asmara et conduire 5 heures vers la frontière soudanaise. C'est la première fois qu'une mine est exploitée en Érythrée. Les autorités espèrent que le secteur minier pourra dynamiser l'économie de ce pays où le revenu moyen est de 3 $ par jour. Initialement, c'est de l'or qui a été extrait ici, à présent c'est du cuivre et du zinc. Bisha appartient à la fois à l'État érythréen et à la compagnie canadienne Nevsun. Ses dirigeants pensent que la région recèle d'autres minerais. Nous explorons la zone autour de la mine et nous sommes optimistes. Les échantillons sont très bons, donc on a hâte de poursuivre notre programme. Abdul Karim Sidibé vient du Mali, il est ingénieur à Bisha. Pour travailler en Érythrée, il faut accepter certaines conditions. Le principal objectif, en tout cas, de l'État, c'est de former les Érythréens et après une certaine année, que les Érythréens soient capables de faire le travail que nous on fait ici. Pour être renouvelé, c'est conditionné à ce que tu dois faut de former quelqu'un. Les mineurs érythréens sont beaucoup mieux payés que leurs nombreux concitoyens qui font le service national pendant des années pour un faible salaire. Mais ils ont quand même quelques griefs. Ceux qui travaillent dur dans la mine sont moins bien payés que ceux qui sont dans les bureaux. C'est notre seul problème. Le logement et tout le reste, ça va bien. L'Érythrée espère ouvrir 3 nouvelles mines d'ici 2018. Le gouvernement est issu d'une guérilla marxiste qui a obtenu l'indépendance du pays après une lutte de 30 ans contre l'Éthiopie. Il ne souhaite pas abandonner le secteur minier aux entreprises privées. Certaines multinationales expliquent qu'il n'est pas toujours facile de faire des affaires ici en Érythrée. Cette mine de Bisha est détenue à 60% par le Canadien Nevsun et à 40% par les autorités érythréennes. 40% pour le gouvernement, c'est un pourcentage beaucoup plus élevé que dans de nombreux autres pays africains. Mosdef était devant la justice sud-africaine ce jeudi. On revient sur l'incroyable épopée judiciaire du rappeur américain installé au Cap en Afrique du Sud. L'artiste de hip-hop a été arrêté le 14 janvier pour séjour irrégulier. Son visa ayant expiré, le chanteur avait présenté un passeport mondial reconnu dans quelques pays seulement à travers le monde. Il risque désormais l'expulsion. Caroline Dumais était à l'audience. Il avait l'air plutôt inquiet quand il s'est présenté ce matin à la cour de Belleville, dans la banlieue du Cap. Mosdef, le rappeur américain, n'est pourtant pas resté très longtemps, juste le temps de demander un report de son procès qui, selon son avocat, est à la fois simple et compliqué.
Le rappeur avait tenté de sortir du territoire sud-africain avec un document que l'on appelle le passeport mondial. C'est un document qui a été délivré dans les années 60 par une organisation pacifiste. Selon le rappeur, c'est un document qui est valable en Éthiopie, au Togo ou en Mauritanie, mais les autorités sud-africaines considèrent que c'est une sortie illégale du territoire. En sortant de la cour, le rappeur s'est refusé à tout commentaire. Il sait qu'il risque l'expulsion. Sa famille vit ici en Afrique du Sud depuis plusieurs années. Sa femme, sa mère et ses 4 enfants risquent aussi l'expulsion. Leurs visas touristes ont expiré. Rendez-vous donc à la cour de Belleville le 12 mai prochain. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur France 24. Reporter. Il serait près de 3000 Marocains à combattre dans les rangs de l'organisation État islamique. Comme d'autres pays arabo-musulmans, le Maroc n'est pas épargné par la propagande djihadiste. La montée du fondamentalisme, en particulier chez les jeunes, a conduit le royaume à adopter une politique sécuritaire drastique. Cette politique a permis au pays d'être épargné jusqu'ici par les attaques du groupe État islamique. Enquête au cœur du système marocain de lutte antiterroriste. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.